Il est 12 h, mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis chez vous. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les titres. Ouverture à Londres de la conférence sur la Somalie. Une cinquantaine de nations sont réunies autour de David Cameron. Au même moment, le ministre britannique des Affaires étrangères effectuait une visite officielle dans le pays. Le double délestage eau et électricité rythme désormais la vie des Camerounais, loin des discours officiels qui promettent des changements toujours attendus. Le quotidien à Yaoundé est fait de longues journées à sec et dans le noir. Londres, au chevet de la Somalie, 50 pays et organisations participent en ce moment à une conférence destinée à soutenir la reconstruction du pays dévasté par plus de 20 ans de guerre civile. La famine fait également des ravages. 130 000 enfants en sont morts entre 2010 et 2012. David Cameron en a fait de la Somalie l'une de ses priorités. Depuis 22 ans, la Somalie attend la présence des Occidentaux. William Hague arrive sur le tarmac de Mogadiscio. Le ministre britannique des Affaires étrangères annonce la réinstallation de l'ambassade britannique sur ce territoire. Le fait qu'on ait pu réouvrir est une preuve des progrès en Somalie ces dernières années. Notre présence aujourd'hui est le symbole de notre engagement permanent aux côtés de la Somalie. Signe le plus visible du développement du pays, le port. Un vaste projet de rénovation vient de s'achever. Et l'activité aurait augmenté. Pour les autorités, 20% de bateaux supplémentaires transitent aujourd'hui par Mogadiscio. Il n'y a presque plus de piraterie et on voit de plus en plus de bateaux avoir le courage d'amarrer dans le port de Mogadiscio. La force chargée de la surveillance des mers estime que le nombre d'attaques de pirates a nettement diminué. 36 l'an dernier contre 176 en 2011. Et sur terre, les islamistes Chebab ont reculé. Ils sont moins présents dans la capitale. Sur ce marché de Bakara, par exemple, autrefois tenu par ces islamistes, on y trouvait des kalachnikovs, des grenades, des mitrailleuses. Aujourd'hui, les Somaliens y achètent des fruits ou des vêtements. Et pourtant, les autorités mettent en garde contre des attaques toujours possibles, des attentats suicides. Car les anciens pirates pourraient bien changer de cap. Au nom d'Allah, il y a toujours une possibilité qu'ils fassent quelque chose de pire que d'aller à la mer. Ils peuvent succomber à de mauvaises influences si nous ne leur trouvons pas de travail. Le chômage reste le principal écueil du pays. Selon l'ONU, 67% des jeunes Somaliens ne trouvent pas de travail. Le recul de la pauvreté sera l'un des facteurs d'un retour définitif à la stabilité. Seulement 4 jours après la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse sous le thème « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias », le secrétaire général de l'Union des journalistes du Tchad, Eric Topona, a été interpellé par la police judiciaire puis incarcéré. Pour en parler, nous avons en ligne de Djamena notre confrère du journal Notre Temps, Gary Djimé. Bonjour. Bonjour. Alors, Gary Djimé, pouvons-nous savoir qu'est-ce que la police judiciaire reprochait au secrétaire général de l'Union des journalistes du Tchad? Voilà, selon nos informations, Eric Topona a été convoqué hier matin chez le procureur de la République pour être entendu. Et selon nos informations, on l'accuse d'atteinte à l'ordre constitutionnel. Donc hier, il a été arrêté et déféré à la maison d'arrêt d'Njamena. Alors Gary, c'est le 3e journaliste tchadien incarcéré. Comment la presse tchadienne a-t-elle réagi à cette arrestation? Nous, au niveau de la presse, on s'était toujours dit qu'il faut dépénaliser la presse. Effectivement, Nekim a été arrêté parce qu'il avait publié des tracts de l'Union, le syndicat de Tchad, qui était entré en grève. Et Judas Olaoundoum du journal L'Union qui avait mené une enquête et publié l'enquête sur l'organisation de la fête du 22e anniversaire de l'accession du MPS au pouvoir. Alors nous, au niveau de la presse, on demande tout simplement la libération pure et simple de notre secrétaire général en la personne d'Eric Topona qui a été illégalement arrêté. Gary Djimé, merci d'avoir été avec nous de N'Djamena. Merci à vous aussi.
Voilà, nous continuons dans cette édition. C'est une visite qui prend un relief particulier. John Kerry est à Moscou 2 jours après les dernières frappes israéliennes en Syrie. Il doit s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine pour tenter d'améliorer les relations entre les deux pays et d'effectuer des avancées sur le dossier syrien. Et on en vient à présent à cette histoire incroyable aux États-Unis. 3 jeunes femmes ont retrouvé leurs proches 10 ans après leur disparition. Elles vivaient dans une maison à Cleveland, tout près du lieu de leur enlèvement. Un voisin a pu donner l'alerte. 3 hommes, 3 frères ont été arrêtés. Sur cette photo, au centre, le visage souriant d'Amanda Berry. À sa droite, sa petite fille. À sa gauche, sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans. Quelques heures plus tôt, ce coup de fil. La jeune femme, enlevée en 2003 à l'âge de 16 ans, vient de s'échapper de la maison de son ravisseur. C'est un voisin, alerté par ses cris, qui l'a aidé à s'enfuir. J'ai vu cette fille, elle était en train de devenir folle derrière la porte. Donc je lui ai dit, quel est le problème? Elle m'a dit qu'elle était enfermée. Nous avons dû donner un coup en bas de la porte pour essayer de l'ouvrir et par chance elle n'était qu'en aluminium. Elle s'est faufilée en dessous avec sa fille, elle est venue chez moi, on a appelé les secours et quand la police est arrivée, elle leur a dit qu'il y avait 3 autres filles à l'intérieur. Amanda Berry était retenue avec 2 autres jeunes femmes à Cleveland dans l'Ohio. Gina De Jesus, enlevée en 2004 à l'âge de 14 ans, et Michelle Knight, portée disparue en 2002 à l'âge de 20 ans. Les 3 jeunes femmes sont en observation à l'hôpital. Elles sont saines et sauves et nous sommes en train d'évaluer leurs besoins médicaux. Elles ont l'air en bonne condition en ce moment. C'est vraiment très bien car nous ne sommes pas habitués à un dénouement heureux dans ce genre d'affaires et nous sommes très contents. 3 suspects ont été arrêtés. Il s'agit de 3 frères âgés de 50, 52 et 54 ans. L'un d'eux, un chauffeur de bus scolaire, serait le propriétaire de la maison où les jeunes filles étaient enfermées. Retour sur le continent avec ce drame survenu en Côte d'Ivoire, à Angré, dans la commune de Cocody. Un immeuble s'est effondré selon les sapeurs-pompiers. 20 ouvriers travaillaient sur le chantier. 4 ont été retrouvés et les 16 autres seraient encore retenus sous les décombres. C'est aux environs de 18h ce dimanche 5 mai que cet immeuble de 3 niveaux s'est effondré au quartier Angré-Château, dans la commune de Cocody. Selon le témoignage de Gueux Touré, l'un des ouvriers sur le chantier, 16 personnes travaillaient sur le bâtiment. 15 ont pu échapper au drame et une personne serait encore sous les décombres. Bon, les gars avaient fini de couler dalle. Voilà. Donc il y avait quelques-uns qui se nettoyaient en bas. Bon, maintenant il y a un qui était sur une machine là. Donc quand il a commencé à crier, c'est là ceux qui étaient en bas là, ils sont partis derrière, ils sont sortis sur nous. Là nous, on est venus ici, on vient, la dalle est tombée. Il y aurait, au moment de l'effondrement, environ une vingtaine de personnes. Et nous avons été alertés à 18h30. Les premiers engins se sont présentés à 19h. À 19h, on a pu recueillir 3 blessés qui ont été évacués par une de nos ambulances sur le CHU de Cocody. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles des autres. Et avec ces masses de béton-là, quand on aura les moyens de levage conséquents, on pourra approfondir les recherches. Jusqu'à ce jour, les sapeurs-pompiers militaires indiquent que les recherches se poursuivent afin de faire la lumière sur les pertes en vie humaine. Au Sénégal, beaucoup d'usagers circulent sans mettre le casque ou encore mettre la ceinture de sécurité. Le phénomène s'accentue malgré les sanctions sévères qui entourent les contrevenants à la circulation routière. Cependant, certains usagers sont conscients du danger et respectent à la lettre le code de la route. Constat sur le port du casque pour les motocyclistes se passe des commentaires. Eh bien, ils deviennent nombreux à rouler sans leur casque de sécurité. J'ai oublié mon casque à la maison, mais je le mets régulièrement quand je conduis. J'ai pas pu le prendre parce que je suis pressé et quand la police va m'arrêter. Mais je vais tout simplement négocier, après ils vont essayer de comprendre. Mais franchement, je mets souvent mon casque quand même. C'est nécessaire pour notre sécurité, pour protéger, je sais pas, quelqu'un que tu prends en cours de route et tout quoi. C'est le civisme comme on le dit. Négligence ou problème de commodité ou défaut de comportement, nous nous rendons en ville au boulevard de la République.
Là, l'agent de régulation de la circulation routière ne se rend pas compte que derrière, il y a un motocycliste sans casque. Qu'est-ce que vous pensez du port de casque? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour les motocyclistes comme vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est normal pour nous porter quoi? Ouais. C'est normal, oui. Mais vous n'avez pas de casque? Non, si, j'ai le casque. Il est où? Hein? Il est où? Là où tout près, là où j'ai travaillé. Mais là, vous circulez sans casque? Mais bien sûr, oui. Pourquoi? Hein? Parce que c'est chaud, quoi. Les casques sont en bord de quoi. Mais c'est une obligation de circuler. Mais bien sûr, c'est une obligation, oui. Hein? Et là, si on vous prend, qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que je risque? Ah, je sais pas ce que je vais risquer, je sais pas. Vous n'avez jamais été arrêté? Mais bien sûr. Une fois. Et pourquoi vous ne mettez pas? Merci. Retour au rond-point du Triangle Sud à 15h. Les hommes du capitaine Issa Ndiaye ont fait une belle prise. Plus d'une dizaine de motocyclistes immobilisés. La plupart ont été arrêtés pour n'avoir pas porté le casque. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils risquent? Aujourd'hui, le risque qu'il encourt, c'est-à-dire on peut le retirer le permis de conduire et voire même la transmission de ce permis auprès de la commission régionale de retrait et de restitution des permis de conduire. Les nouvelles infractions routières intègrent aussi la ceinture de sécurité au volant. Ici, à par ailleurs, le constat est que la plupart ont mis la ceinture. Donc lui a été interpellé et si vous voyez, donc il a mis la ceinture de sécurité. Je mets toujours ma ceinture de sécurité, vous voyez là. Okay. Donc c'est plus prudent, par prudence en fait, par prudence. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez du port de ceinture? Qu'est-ce que vous pensez du port de ceinture? Beaucoup de sécurité. Pourquoi vous ne l'avez pas mis tout à l'heure? Ça y est, je l'ai mis. Pourquoi vous ne l'avez pas mis? On a oublié. J'avais oublié. Voilà, nous restons au Sénégal pour découvrir la rue 11 de la Médina, un marché qui ne dit pas son nom. En plus de la cordonnerie, plusieurs activités commerciales sont menées sur seulement quelques centaines de mètres. À 13h d'un jour ordinaire sur cette allée populaire de la Médina. Un énorme embouteillage que tente de régler ce militaire, de toute évidence volontaire de circonstance. Voitures, charrettes, deux roues, tricycle, charrette à deux bras communément appelée pousse-pousse, se bouscule. Des deux côtés de la rue, plusieurs activités commerciales. À l'angle avec la rue 22, des conducteurs de véhicules de déménagement attendent l'arrivée du premier client. Faut travailler. Depuis ce matin, j'attends. Nous sommes là pour le déménagement. Tout juste à côté, c'est le fief des femmes pileuses. Elles transforment et commercialisent en même temps du mil, du riz et même du bois de chauffe. Mais que serait la rue Ousmane Diène, plus connue sous l'appellation de la rue 11, sans ses cordonniers? J'arrive depuis 1998. Même si les cordonniers dominent le décor de cette rue, on y trouve un large éventail de métiers. Menuisiers, marchands ambulants, revendeurs de crédits téléphone, entre autres. Nous vendons du bois et si nous sommes là, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Cela fait plus de 50 ans que je suis là. Tout ce beau monde a besoin de pouvoir se restaurer. Et les endroits pour cela existent. Ça fait des années que je suis là. On prépare pour nourrir les gens, mais malheureusement, on ne nous paye pas. Presque tout le monde mange à crédit. Une autre nécessité, les toilettes. Des toilettes publiques mal entretenues, certes, mais qui ne semblent pas déranger les visiteurs. Tout au bout, une mosquée pour permettre à ces innombrables commerçants de travailler et de sacrifier aux prières sur place. Sur une petite section, la rue 11 de la Médina regroupe une mosaïque d'activités de production. Une intense vie professionnelle et sociale qui donne à cet endroit son identité. Le délestage, le rationnement de la distribution de l'énergie électrique, rythme à nouveau la vie des Camerounais, notamment ceux de Yaoundé. Aucun quartier de la capitale n'y échappe. Les nombres de journées sans eau ne se comptent plus, ni eau ni électricité. C'est une situation de double délestage qui n'est plaît à personne, surtout pas à ceux que nos confrères de la CRTV Cameroun ont rencontrés. Des branchements de type araignée souillent le ciel camerounais sans pouvoir l'éclairer. Hautes et moyennes tensions ne transportent aucune énergie à destination des transformateurs, désormais maudits d'être dans un repos bientôt éternel. La preuve, les compteurs ne tournent pas. Bref, pas de lumière, mais trop de querelles. Nous, ici à Ekounou, nous n'avons ni l'eau ni l'électricité.
C'est rare. Une vie sans électricité prédispose les ménagères à un combat explosif contre le premier venu, au point de convaincre deux coépouses, souvent en conflit ouvert, à faire ami-ami. Ma coépouse braise le poisson. Le poisson, quand elle achète son poisson en palette, elle met au frigo que non, je vais continuer à braiser. Parfois, on coupe le courant, on fait 2 jours sans courant. Le poisson se gâte au frigo, elle retire, elle jette. Les délestages mettent en danger la survie de nombre de ménages. Les réserves alimentaires menacent d'être virées à la poubelle, car la durée du délestage a fait fondre la glace réfrigérante. On nous a dit que parfois on coupe la lumière pendant la saison sèche parce que il y a le débit de l'eau est bas. Maintenant nous sommes en saison pluvieuse. C'est la saison pluvieuse que c'est même accentué. Parce qu'en saison sèche, au moins on coupe 2 jours après. Mais maintenant c'est accentué. On coupe même 10 fois par jour. Au risque de nous griller les appareils. Le retour des délestages irrite même la chefferie traditionnelle. La bile des patriarches des Kounou Sud est versée et consignée dans une requête adressée au management d'une entreprise qui les frustre à tort ou à raison. Voici en quelque sorte la correspondance que j'ai adressée à monsieur le directeur régional. Il a écrit ici pour intervention rapide. Les gardiens de la tradition n'ont pas achevé de se plaindre d'électricité, du moins de son absence chronique, quand notre malheur les accable. Voilà, c'est la fin de Afrique Midi. L'information continue sur le www.africatelevision.com. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.